Bon, merci beaucoup à nouveau d'être présent ce soir. Vous avez vu le thème, How to make the world a better place. Vous avez accepté d'être ici ce soir. La première question va être très simple. Je vais vous la poser à chacun. Pourquoi avez-vous accepté d'être ici ce soir sur un tel sujet? Gonzague, est-ce que vous voulez commencer? Eh bien, je ne sais pas si ça marche, le micro marche. On, off. En dessous peut-être. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Voilà. Alors j'ai accepté de venir ce soir parce que je t'ai rencontré dans la rue. C'est la vérité. C'est vrai. Non, j'ai accepté aussi parce que je pense que fondamentalement, les plus beaux actifs d'une entreprise, c'est les hommes et les femmes qui la constituent. Et qu'à partir du moment où ces actifs-là sont persuadés qu'ils sont capables de faire bouger les choses, qu'ils sont capables de regarder ailleurs que en haut leurs chefs, en bas leurs salariés ou leurs associés, je pense qu'on peut rendre le monde meilleur. Et moi, je crois que je suis à une phase de ma vie où j'ai envie de participer à rendre ce monde meilleur. Je crois aussi que fondamentalement, et ça c'est un combat aussi qu'une entreprise profit et non pas non-profit doit avoir, c'est qu'il faut arriver dans un monde où on respecte autant le travail non rémunéré que le travail rémunéré. Il y a beaucoup de gens qui sont bénévoles, il y a beaucoup de gens qui font plein de choses. Autour des Bernardins, il y a beaucoup de bénévoles qui ont travaillé pour les Bernardins. Et je crois qu'on en est à un seuil où, comme il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail, donc ils se réfugient soit dans le bénévolat, soit dans d'autres choses, on a une espèce de mur qui sépare le respect entre le travail rémunéré et le travail non rémunéré. Et je crois qu'une entreprise ne peut pas être une espèce de boîte sans osmose entre ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise et ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise et à l'intérieur de l'entreprise. Le réseau Entreprendre dont on parla tout à l'heure est un exemple pour moi formidable qui m'a fait vivre depuis 10 ans, qui m'a nourri, pas financièrement, donc c'est pas taxable. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis venu. Puis je trouve que tu as une bonne tête, alors je suis venu pour ça. Merci. Jacques. Oui, la technologie marche. Oui. Bon, moi je suis venu parce que je savais que Gonzague viendrait. Et donc, comme je savais qu'il était sympa, quand Jean-Marc m'a appelé, ça m'a convaincu. Bon, sérieusement, en tant que représentant du private equity, je pense que nous ne sommes pas ceux auxquels on pense le plus naturellement comme étant les acteurs majeurs pour rendre le monde meilleur. Mais je pense fondamentalement que, en tant qu'investisseur, le rôle des investisseurs est extrêmement important pour s'assurer que la société évolue dans le bon sens. Pour nous, il y a déjà 2 éléments à avoir en tête. C'est que le premier élément, c'est que, je dirais, la société et les investisseurs doivent avoir des intérêts qui convergent. Si les intérêts divergent, comme on a pu le voir pendant les 2-3 années dernières, les investisseurs vont vite avoir leur droit d'opérer qui vont disparaître. Et puis le deuxième élément, c'est que de plus en plus, nous rendons compte. Aujourd'hui, nous investissons de l'argent qui vient de retraités. Nous avons plus de 40 millions de retraités qui sont des instituteurs, des pompiers, des instituteurs, des employés municipaux qui confient leur argent. Et ils s'attendent à ce que cet argent, évidemment, travaille de façon intelligente parce qu'on parle de leur retraite. Mais ils s'attendent aussi à ce que cet argent soit investi de façon responsable et qu'ils retrouvent dans les sociétés dans lesquelles nous investissons les valeurs auxquelles ils croient. Et ce n'est pas du baratin. Certains de nos investisseurs vont interviewer les dirigeants dans les sociétés dans lesquelles nous investissons, les syndicats, pour comprendre justement comment nous nous comportons. Donc ce sont 2 éléments importants aujourd'hui qui encadrent l'investisseur. C'est d'une part ce besoin de faire converger les intérêts et deuxièmement ce besoin de rendre compte. Et donc je crois que le rôle de l'investisseur est clairement très important et on pourra parler un peu plus par la suite en pratique par quoi il se traduit.
Antoine, la même question. Oui, d'abord, je rejoins Gonzague, je suis venu pour ta bonne tête. Mais plus sérieusement, je suis venu parce que le débat, d'abord, mérite d'être posé. Le rôle de l'entreprise et le rôle positif de l'entreprise dans la société est quelque chose qui est éminemment d'actualité, et quelque chose qui a été profondément altéré par la crise, et quelque chose qui est encore plus altéré en France qu'ailleurs, ayant un pied en France et un pied à l'extérieur. Et donc c'est une question qui mérite d'être discutée. Et c'est une question sur laquelle il mérite de témoigner. Il y a plein d'entreprises, dont 2 avec lesquelles je suis associé, qui ont dans leur gène, depuis leur création, le fait de doing well by doing good. Donc de transformer le monde et de le faire d'une manière qui soit profitable. Et parce qu'elle est profitable, elle peut être durable. Donc témoigner, partager ça et essayer de construire sur un principe qui est l'entreprise peut être une force de progrès dans la mesure où ce que fait l'entreprise doit être durable. L'entreprise s'inscrit dans le temps et le progrès n'est durable que s'il s'inscrit dans le temps, s'il est self-sustainable. Excellent. Quand on regarde, vous avez chacun une conviction forte sur ce sujet. Vous pourriez donner quelques exemples de ce que le business peut réellement faire dans le monde actuel? Parce qu'on observe toutes ces crises là, dont on parlait tout à l'heure en introduction, les marchés émergents, le bottom of the pyramid. Tout ça sont des grands challenges. Que font les investisseurs? Que font les industriels? Que font les entrepreneurs? Moi, je vais donner un exemple de ce que peut faire le business de mal. Il y a 25 ans, il y avait un homme qui s'appelait André Mullier, qui avait créé une boîte qui s'appelait Fildar. Et il voulait être le roi du monde avec cette entreprise Fildar. Vous avez tous connu Fildar. Et Fildar a été obligé de déposer son bilan parce que Fildar, avec la compétition chinoise, n'arrivait pas à être compétitif. Le choc de compétitivité n'était pas à l'époque à l'ordre du jour. Pas encore aujourd'hui d'ailleurs, mais bon. André Mullier, il a mis 600 personnes sur la paille, au chômage. Il en a fait une déprime. Et il s'est relevé, lors d'une rencontre d'ailleurs, et il s'est dit, je peux pas rester comme ça, il faut que je fasse autrement, et je vais le faire bénévolement, je vais créer des emplois. Et pour créer des emplois, je vais créer des employeurs. Bon, c'est une histoire, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le réseau Entreprendre, mais il y a 25 ans, il y a un homme qui s'est dit, je vais créer des emplois en créant des employeurs. Avec 3 règles très simples. L'important, c'est l'homme. Je mets l'homme au cœur de mon accompagnement, de mon respect, de mon partage, etc. Deuxièmement, la gratuité. Ce que je fais et ce que je vais demander aux autres de faire pour m'aider à créer cette association, je le fais gratuitement. Et troisièmement, la réciprocité, c'est-à-dire que si quelqu'un un jour est aidé par le réseau Entreprendre, eh ben, il devra aider aussi plus tard le réseau Entreprendre. Et aujourd'hui, c'est 45 associations, c'est 200 salariés, c'est près de 80 000 emplois qui ont été créés, c'est 5000 adhérents, entrepreneurs, cadres, dirigeants qui viennent aider bénévolement et même en donnant de l'argent. D'ailleurs, 5000, je fais une erreur, c'est 5002 parce qu'il y a KKR et Unilever qui viennent nous rejoindre comme adhérents du réseau Entreprendre. Merci. Voilà. Donc, voilà. Et c'est un homme il a été chef d'entreprise, il a été dans la famille Mullier, on est chef d'entreprise. Quand vous avez une méthodologie très simple, tu vois. Et il a planté sa boîte. Et il s'est dit, je ne peux pas rester comme ça. Et tout seul, il a réussi à créer ce mouvement qui est un mouvement incroyable, de gens qui donnent. Et ces gens-là, ce sont des cadres d'entreprise, ce sont des patrons de boîtes, ce sont des gens qui cherchent à gagner de l'argent, qui veulent être respectés parce qu'ils donnent de l'argent, mais ils ne vivent pas seuls, ils ne vivent pas dans leur monde, ils partagent avec d'autres. Et tout ce qu'ils donnent, eh ben, ils le reçoivent comme du bonheur. Et moi, je pense que depuis 10 ans, et je t'exhorte à le faire d'ailleurs, mais de Londres c'est peut-être un peu plus difficile, mais depuis 10 ans que je suis au réseau Entreprendre, c'est un vrai bonheur de donner à des jeunes la possibilité de créer des boîtes, et puis d'être aussi dans un fonds comme Equistone, qui est un fonds où on a quand même des exigences et des pressions qui ne sont pas toujours faciles. Donc je récapitule brièvement Réseau Entreprendre, l'homme au centre, la gratuité et le principe de réciprocité. Le réseau Entreprendre, tu expliquais ce que c'était. Dans un pur player du private equity, un pur investisseur comme KKR, quels sont les exemples concrets que tu peux nous donner sur essayer de contribuer
Développement durable, responsabilité sociale, développement d'un monde meilleur. Oui, je crois que c'est... Bon, nous sommes convaincus que ces 3 axes, en fait, sont des axes fondamentaux. Il y a un vrai besoin au niveau de la société. Et bon, en tant qu'investisseur, évidemment, ce n'est pas toujours dénué de sens financier, mais il y a vraiment des situations gagnantes-gagnantes, pour reprendre des phrases célèbres, qui peuvent être développées. Bon, il y a un souci au niveau du consommateur d'avoir des produits économes en termes d'énergie. Il y a un souci d'avoir des produits qui sont respectueux de l'environnement au niveau des déchets et ainsi de suite. Et donc, tout en améliorant la société sur cet aspect-là, il y a clairement une possibilité de lancer des produits qui ont du succès et des offres aux consommateurs qui ont du succès. Donc, ce que nous faisons, nous, en tant qu'investisseurs, c'est, par exemple, dans le domaine de l'environnement, il y a 3 ans, on a lancé un programme en s'associant d'ailleurs à une ONG, Environmental Defense Fund, qui a pour objectif, à travers les différentes sociétés dans lesquelles on est actionnaire, de faire passer les meilleures pratiques, de mesurer la performance et de mesurer le progrès. Pour donner quelques chiffres, entre 2010 et 2011, il y a plus de 810 000 tonnes de gaz à effet de serre qui ont été épargnées, 2,2 millions de tonnes de déchets, 8 millions de litres d'eau. Donc on suit ça de très près, c'est mis en avant dans ce qu'on demande à nos sociétés, c'est consolidé au niveau du rapport annuel, c'est présenté à nos investisseurs, et on est persuadé que pousser nos sociétés à progresser sur ces dimensions-là est favorable. De la même façon, sur le plan sociétal, on est investisseur dans Toys R Us, par exemple. Toys R Us a été un des premiers à faire certifier que les jouets qu'ils achetaient en Chine n'étaient pas fabriqués par des enfants. Et on peut étendre ça à l'employabilité des salariés, on peut employer ça aux mesures d'intéressement, à la formation qui sont mises en œuvre dans les sociétés dans lesquelles on est. Sur le plan de la gouvernance, c'est une évidence que respecter les règles en termes d'éthique, en termes comptables, en termes fiscaux, etc., sont des priorités pour nos sociétés. Bon, on était par exemple investisseur jusqu'il y a peu de temps dans Legrand, qui a eu le prix de la transparence financière en France il y a 3 ans dans le SBF 120. Mais la société va vers ses besoins. Les gens en ont ras-le-bol d'entendre des scandales. Et de toute façon, être dans des non-respects des règles de base est une pente perdante. Et donc on s'efforce en tant qu'investisseur d'être responsable sur tous ces axes. Et on est convaincu que c'est non seulement pour le bien de la société, mais aussi pour le bien de nos investisseurs. Antoine, je pense qu'Unilever respecte les lois, hein, comme Jacques disait. Je pense que les mots d'éducation du consommateur, de responsabilité sociale, de protection de l'environnement résonnent assez favorablement aussi chez Unilever. Qu'est-ce que vous faites ? À quoi contribuez-vous pour le monde meilleur ? On est une société qui fondamentalement vend de la soupe et du savon. Et une société qui fondamentalement vend des marques, qui sont des marques anciennes. Donc notre vie, c'est une relation d'amour, une histoire d'amour avec des consommateurs qui commençait il y a très longtemps pour certaines. La marque Maille est là depuis 1747. On a des marques comme Knorr qui sont là depuis 175 ans. Donc on a vocation à être là et à rester dans le temps. Quand on a vocation à être là et rester dans le temps, on ne peut pas être indifférent, non seulement au présent, mais au futur. On va devoir produire d'ici 2020 autant de nourriture que durant les 2000 dernières années. Donc ça demande un changement radical de la manière dont on produit, mais ça demande aussi un changement radical dans la manière dont on regarde l'environnement et la responsabilité sociale et environnementale d'une société, les deux étant liés. Si ma société veut être là dans 100 ans comme elle l'était il y a 100 ans, nous devons non seulement de participer, mais d'avoir un rôle actif et d'avoir un rôle leader. Pas uniquement pour protéger la société. Ça nous permet de créer un avantage compétitif. Quand vous vendez du thé qui a été certifié par Rainforest Alliance dans des plantations donc, qui sont écologiquement responsables, qui sont socialement responsables, dans lesquelles vous avez des hôpitaux, dans lesquels, par rapport aux normes du pays, vous surpayez de manière extraordinaire les employés,
la qualité que vous produisez est infiniment meilleure, l'image de ce que vous produisez est infiniment meilleure, et vous créez un avantage compétitif extraordinaire par rapport à vos compétiteurs. Donc j'en reviens à doing well by doing good. Vous créez un avantage compétitif en faisant le bien, qui crée un cercle vertueux qui permet de se projeter dans l'avenir. Le deuxième avantage immense qu'on y voit, au-delà du fait que c'est une nécessité vitale pour nous et que ça nous permet de créer un vrai avantage compétitif, ça donne une âme extraordinaire à l'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise qui dure sans âme et sans valeur. Et ça nous permet d'attirer des talents qui sont radicalement différents et qui à leur tour donnent une âme et un caractère compétitif à l'entreprise. Donc il y a une espèce de cercle vertueux extraordinaire dans lequel il y a une notion de profit parce que la notion de profit donne une durabilité, mais dans lequel il y a une notion de responsabilité, d'âme et de sustainability qui est extraordinaire. Quand je vous écoute, j'ai l'impression avec Equistone, Réseau Entreprendre, KKR, Unilever, d'avoir les 3 entreprises les plus formidables au monde. Mais est-ce qu'on n'est pas totalement dans l'utopie? Parce que je regarde le monde, les scandales qui viennent du business. Il y en a toute une série depuis 5-10 ans. Alors vous êtes à la pointe, vous êtes on the edge. Mais qu'est-ce que vous donnez comme conseil au business, aux gens qui sont dans d'autres sociétés qui malheureusement ne sont pas toutes aussi douées que les vôtres? Est-ce que le business ne dégrade pas plus qu'il n'améliore le monde? Je suis pas sûr qu'on soit en position de donner des conseils ou qu'on donne des conseils. Mais en changeant fondamentalement les règles de la compétition d'une part, par la manière dont on se conduit, on établit des nouveaux standards qui font bouger l'ensemble du marché. La deuxième chose, c'est que, j'imagine que c'est la même chose pour KKR, mais dans un certain nombre de pays, nous sommes une université, d'une certaine manière, d'où sortent des cadres qui ensuite vont peupler les autres entreprises. Donc on a une forme de mission évangélisatrice, si tu veux, qui permet de changer à petite dose, mais sur le long terme, la manière dont le marché fonctionne. C'est la vertu de l'exemple, l'exemplarité. C'est la vertu. Pour les autres business. C'est pas uniquement l'exemplarité, c'est en changeant les règles du jeu et en remontant le plancher compétitif, on rend le changement inévitable. D'accord, messieurs? Oui, enfin, Saint-Unilever, priez pour nous. Non, mais je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Je crois que ce n'est pas les institutions qui doivent avoir un regard sur l'autre, sur l'homme et sur la société. Ce sont les hommes. Et pour revenir à mon petit cas du réseau Entreprendre, quand je vais voir, par exemple, malheureusement, il est décédé, mais Patrick Ricard, en lui disant « il faut que vous deveniez adhérent du réseau Entreprendre », lui, il a dit « oui, mais moi, je veux que les gens, mes cadres, donnent de leur temps et pour aider les créateurs d'entreprises. » Donc, je pense que la démarche de l'entreprise qui veut rendre le monde meilleur, c'est bien, mais c'est avant tout la démarche des hommes qui constituent l'entreprise qui doivent rendre le monde meilleur. Et je crois que ça, c'est fondamental. Et ça commence par la tête, et puis ça se termine par les jeunes. Et les jeunes, ils vont nous pousser à le faire. Je ne sais pas, vous avez tous des cas de jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, en plus, c'est dans la difficulté, à mon avis, qu'on devient meilleur, parce qu'on se remet en cause. On se remet en cause sur plein de choses, sur la fiscalité, sur l'argent, finalement. Bon, on se remet en cause sur plein de choses. Et les jeunes, ils cherchent quelque chose que nous ne cherchions pas à notre époque. Ils veulent donner un sens à leur vie professionnelle. Le nombre de fois où j'ai rencontré des jeunes qui m'ont dit « Moi, je ne cherche pas un job, je ne cherche pas un salaire, je cherche un environnement qui me donne envie, qui me porte, qui me donne envie de monter. » Voilà. Donc, moi, je crois beaucoup... Enfin, encore une fois, je suis très... on a tous... KKR est un merveilleux fonds qui fait rêver tout le monde, mais la qualité de KKR, c'est les hommes et les femmes qui la constituent. Et l'attitude d'un Jacques Garrial à la tête d'une entreprise qui est administrateur de l'entreprise, c'est lui qui doit donner l'exemple, c'est lui qui doit avoir un réflexe. On peut, quand on se sépare de quelqu'un, on peut le faire de plein de manières différentes. Voilà, donc je pense que c'est vraiment à la base, nous, les hommes et les femmes, qui devons non pas être exemplaires, mais donner l'exemple. Ouais. Enfin, je suis d'accord avec toi, Gonzague. En même temps, tout le monde n'a pas le même rôle. Et comme disait Clara tout à l'heure, on est dans un monde qui bouge de plus en plus vite, qui est de moins en moins prévisible.
le rôle de l'entreprise par rapport à celui des citoyens, par rapport à celui des gouvernements, par rapport à celui des régulateurs sur chaque pays est en train d'être défini. Et ça, c'est vrai dans tous les pays en même temps. Donc je pense que le défi et les scandales qu'on a bien connus sur les derniers temps, ils viennent un peu de tout ça. C'est que, certes, l'homme est extrêmement important, mais de notre côté, l'homme, on l'a bien vu dans l'histoire, a des bons côtés, mais peut en avoir des mauvais. Et il faut s'assurer que, net, c'est les bons qui l'emportent et que les mauvais, on essaie de les effacer au mieux. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, pour prendre une image, on est un peu dans un gigantesque match de foot avec des règles, des arbitres et des joueurs. Vous avez des joueurs talentueux, il y en a beaucoup qui respectent les règles, mais de temps en temps, il y en a qui essaient de faire autre chose. Si l'arbitre dit rien, ça peut dégénérer. Bon, et c'est ce qu'on a vu avec la crise financière, etc. L'arbitre doit faire des choses. Mais en même temps, les joueurs, entre eux, ils doivent aussi se réguler. Et si on voit que les règles progressivement sont dépassées, il faut savoir les réécrire. Et c'est ce bouleversement qu'on est en train de vivre, qui est colossal, dans lequel beaucoup d'éléments sont perdus, qui est le challenge pour nous tous. On le voit bien aujourd'hui dans chacun de nos pays. Les règles que les politiques essaient de mettre en place ne sont pas toujours adaptées. Les règles que les professionnels devraient proposer ne sont pas proposées. Et c'est le challenge. Sur ce jeu des règles et des arbitres, il peut y avoir l'arbitre qui est l'homme politique, il peut y avoir l'arbitre qui est le régulateur, il peut y avoir l'arbitre qui est l'agence de notation. Tout ça est un petit écosystème. Comment se comportent les leaders aujourd'hui, les PDG, les CEO d'entreprises, pour étoffer, renforcer, améliorer ces collaborations? Là, je vais peut-être être un peu anglo-saxon, mais je ne vois pas le politique comme arbitre. D'accord. Je vois le politique comme étant élu et exécutant ce sur quoi il a été élu, notamment au niveau des éléments régaliens, d'infrastructure, d'éducation, de santé, de défense. Mais ensuite, pour aider le business, entre guillemets, à se développer au niveau mondial, il y a des règles qui sont nécessaires à chaque business, en termes environnementaux, en termes de respect des salariés, en termes de gouvernance. Et là, les États ont leur mot à dire, les professionnels ont leur mot à dire, et il faut des régulateurs indépendants, des contraintes politiques, des contraintes business, qui s'assurent que les respects soient là. Oui, enfin, je pense que dans l'exemple du capitaine de foot, il faut qu'il soit exemplaire, lui. Le capitaine, il faut qu'il soit exemplaire. Donc même si tu mets toutes les règles, entre autres dans le monde de la finance, si le capitaine lui-même n'est pas exemplaire, bon, ça fait des drames. Ouais. Donc je pense que c'est la première chose. Donc je pense qu'il faut que la tête d'affiche, il faut qu'elle soit exemplaire. Et puis tu n'as pas écouté Clara, parce qu'elle a parlé aussi de l'audace. Et je pense que quand on est dans un monde complexe où on est complètement dans l'incertitude, ce qui est un peu le cas, je pense que les capitaines de rugby ou de foot ou les chefs d'entreprise, il faut qu'ils aient de l'audace, il faut qu'ils se remettent un peu en cause, il faut qu'ils aient un regard différent sur peut-être leur entreprise, leur monde extérieur. Et c'est pas en inventant des systèmes internes, genre compliance, enfin tu vois très bien ce que je veux dire, surtout dans le système bancaire, que ça nous protégera des erreurs du numéro 9 du joueur de foot ou de rugby. Ou bon, voilà. Donc, je pense que je reviens aux fondamentaux. Je pense que c'est l'homme, et surtout celui qui est en haut, qui doit avoir de l'audace et qui doit être exemplaire. Je pense qu'il y a une double dimension, la dimension d'intégrité et de force du leadership ou du capitaine. Je pense qu'il y a une dimension fondamentale aussi de partenariat, et Clara parlait de partager, de sharing. Une dimension fondamentale de partenariat et de réseau. La capacité à étendre la main sur d'autres parties de la société qui jouent un rôle différent et qui sont capables d'avoir un impact différent, combiné avec un leadership fort, et la manière de surnager dans ce monde volatile et incertain. Parce que j'ai bien écouté Clara, donc maintenant qu'elle a bien chauffé la salle, on voit que le panel s'anime autour des idées que vous proposiez. On a parlé des 1,5, je change un peu de sujet, milliards de personnes qui ont accès à très peu de choses, que Prahlad appelait le bottom of the pyramid, le bas de la pyramide. Je crois que les business, les sociétés, les entreprises que vous dirigez ont un rôle et un devoir moral. C'est peut-être une utopie, mais comment faire pour aider ces populations et le bas de la pyramide? Antoine?
On en revient au principe de Guizot, qui est enrichissez-vous par le travail et par l'épargne. C'est recréer une des choses qu'Unilever a fait, mais qu'une société comme Essilor a fait aussi, c'est recréer des écosystèmes au bas de la pyramide qui créent de l'activité, qui créent de l'entreprise. C'est créer du microcrédit dans les villages en Inde, autour de femmes qui étaient inemployées parce que socialement ne pouvant pas être employées, leur permettre d'ouvrir leur boutique, créer du coup un flux de business autour de ça, qui est profitable au village, qui est profitable à la femme, qui est profitable à l'entreprise aussi. Donc c'est créer des écosystèmes de business qui sont soutenables, qui font du sens d'un point de vue économique. Il n'y a pas de la charité à la base de la pyramide est quelque chose qui n'est pas soutenable à long terme. Il y a un exemple superbe qui est l'ADI en France. Maria Novak, qui a quand même un peu inventé le microcrédit en France, est un exemple exceptionnel. Vous avez tout à fait raison de ce que vous dites. Le principe, c'est pas je te donne de l'argent. Le principe, c'est je te prête de l'argent parce qu'on va se revoir. Et quand on va se revoir, je vais t'accompagner, je vais t'aider, je vais te donner la main, mais il faut qu'on se revoie. Donc ça c'est un exemple fantastique. Mais encore une fois, moi je reviens à ce respect qu'on doit avoir, et je pense que ce monde qui se met un peu à plat avec des incertitudes sur tous les niveaux et sur tous les fronts, c'est que le travail bénévole est aussi respectable que le travail rémunéré. C'est fondamental de dire ça. Parce que je pense que la plupart des entreprises ont un regard... Alors ça change, mais un peu, ils ne savent pas s'y prendre avec les bénévoles. Et je crois que c'est fondamental. Et le bénévolat, c'est quoi ? Finalement, c'est tendre la main à quelqu'un, c'est aider son prochain, c'est sortir quelqu'un de l'eau, c'est tout ça. Le réseau Entreprendre, c'est un bel exemple. L'ADI, c'est un bel exemple. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Et c'est dans les difficultés qu'on en sort de ce genre Je pense que il y a une autre dimension pour aider le bas de la pyramide, comme tu dis, qui est un peu les aspects philanthropiques dont on parlait tout à l'heure. Enfin, on voit des vrais mouvements d'entrepreneurs, pour le coup, commencé par Bill Gates, qui donne beaucoup d'argent pour aider l'éducation dans le bas de la pyramide. Et je crois que ça commence par ça. D'ailleurs, les Français n'ont pas donné assez, c'est pour ça qu'ils sont emmerdés fiscalement. Et en plus, le vrai problème, c'est que quand ils donnent, ils ne veulent pas le dire. Donc finalement, le riche est quand même regardé. Ils ne veulent pas le dire parce que l'État va penser qu'ils ont plus à donner, mais je pense que l'éducation est un excellent sujet. Mais je crois qu'il faut aussi, Jean-Marc, être conscient les uns les autres de ce que ça veut dire. C'est que tous ces continents que l'on aide, on voit bien que le résultat, c'est moins de jobs à très court terme dans nos pays. Et donc, il y a un vrai travail d'accompagnement à faire, notamment, comme le disait Gonzague, en aidant les salariés dans nos pays qui perdent leur job du fait des transferts de jobs, à créer leur entreprise, à trouver d'autres types de services et à faire face au futur plutôt qu'à essayer de défendre le passé. Je pense qu'il y a des sujets qui commencent à émerger sur le leadership, sur l'éducation, sur la responsabilisation de l'homme, la subsidiarité, qui est un peu le sujet que tu évoquais en disant on place les responsabilités au bon niveau et que ce soit au bas de la pyramide ou en haut. Tout ça, c'est une excellente transition vers le deuxième panel qui va parler du leadership. Peut-être vous avez un petit mot à dire avant que nos experts du leadership arrivent sur scène. Une dernière pensée, un dernier message que vous vouliez adresser à l'audience ce soir sur le sujet qui nous anime. Parce que le temps est compté, malheureusement. Moi, je voudrais dire deux phrases qui ont rapport à l'audace. C'est que ne pas oser, c'est déjà perdre. Et je pense que où qu'on soit, à la tête de la pyramide ou au fond du gouffre, ne pas oser, c'est déjà perdre. Et puis la deuxième phrase, c'est que franchement, il vaut mieux avancer dans le désordre que pédiner dans l'ordre. Donc si on fait les choses mal, bon, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est bouger. Je pense que c'est essentiel. Voilà, c'est... Avançons. Mais avancer. Mais avancer. Mon point, c'est qu'au-delà de tout ce qu'on a pu discuter sur l'aspect professionnel, je crois que sur un plan personnel, c'est extrêmement important quand on commence à avoir notre maturité de rendre aussi. On a beaucoup bénéficié de ce que l'environnement nous a apporté. J'ai été clairement dans une génération, entre guillemets, bénie. Et c'est extrêmement important de rendre, autant qu'on peut. Moi, je le fais à travers mon ancienne école. De Polytechnique. L'X fait face à la mondialisation. On considère que c'est une grande école en France, mais c'est une petite école au niveau global.
Et ces écoles ont besoin de moyens financiers, mais aussi de moyens intellectuels pour aider les dirigeants et les actionnaires à bien prendre la mesure de ce qu'est le monde aujourd'hui, au niveau de l'enseignement aussi. Je vais faire écho à ce que vient de dire Jacques. Il y a une notion de responsabilité personnelle fondamentale. C'est qu'as-tu fait de ton talent, et c'est quel don, quelle est la transmission au-delà de ce qu'on a fait de son talent dans la première partie de son existence. Donc il y a une responsabilité extraordinaire. Le temps est compté, encore une fois, et on me fait signe qu'il faut arrêter. Mais je voulais vous remercier vraiment parce que vous êtes venu en disant que j'avais une bonne tête, ce qui est très sympathique. Moi, je vais retourner le compliment en disant je sais ce que ces 3 personnes font derrière, dans les coulisses, en backstage, pour le monde. À la fois Gonzague, Jacques et Antoine, les connaissant chacun personnellement. Et je pense qu'on peut les remercier vigoureusement pour ce qu'ils ont dit ce soir, mais aussi pour ce qu'ils font par derrière et qu'ils n'ont pas osé dire parce qu'ils sont très humbles, qui est la première qualité du vrai leader. Messieurs, merci beaucoup.